C'est le 50e épisode du podcast et pour fêter ça, on est à Paris et on débouche le champagne. Au programme, une enquête exclusive de Vert de Rage avec Public Eye et Unearth sur les pesticides interdits. Du journalisme écolo et engagé qui fait bouger les lignes. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la série documentaire Vert de Rage. Que ce soit à proximité d'une mine d'uranium au Niger, aux abords d'un fleuve indonésien très pollué ou encore à la sortie d'une usine de Syngenta, les journalistes d'investigation vont sur tous les terrains pour débusquer le prochain scandale environnemental et sanitaire. Et c'est notamment le cas de Martin Boudot. Bonjour. Bonjour. Martin, tu es journaliste et coproducteur de Vert de Rage. On est dans cette magnifique salle de l'Académie du Climat à Paris. Tu sors tout juste d'une conférence de presse dans laquelle vous avez dévoilé les résultats d'une grande enquête sur les pesticides, en particulier ceux qui sont interdits en France, mais toujours fabriqués ici, puis exportés vers des pays où les réglementations sont plus permissives. Pourquoi s'être intéressé à ce sujet ? Je m'étais intéressé déjà à la question des pesticides en 2015 pour une précédente grande investigation et déjà je me souviens que on retrouvait des pesticides interdits dans les analyses de cheveux qu'on avait fait des petits Français et j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et quand on a vu des rapports récemment, notamment de Public Eye et d'autres associations sur la question des pesticides interdits qui sont encore exportés depuis la France, on s'est dit mais moi, je me suis dit, mais ça fait plus de 10 ans que déjà je vois passer ça et ça n'a toujours pas évolué, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc, avec toute l'équipe de Vert de Rage, Mathilde Cusin, Manon Decouette notamment, on s'est dit qu'il y avait vraiment une matière environnementale et sanitaire à aller creuser. Et on a commencé à regarder de plus près les usines. Quelles usines faisaient encore des pesticides interdits, pas pour la France, pas pour l'Europe, mais pour le monde. Mmh. Et on s'est aussi posé la question de l'effet boomerang. De savoir, en fait, ces pesticides interdits que nous, on produit en France, pas pour nous-mêmes parce qu'ils sont trop dangereux, on les produit pour d'autres pays dans le monde qui vont les utiliser sur des cultures, je sais pas moi, le riz, les oranges, les mandarines, etc. Mmh. Et en fait, ces produits-là, ils nous reviennent quand on va les consommer, nous, en Union européenne. C'était tout ce cycle-là, cet effet boomerang qu'on voulait analyser dès le début avec Vert de Rage. Ça, c'est pour poser un peu le cadre général. Dans un extrait du documentaire que j'ai déjà pu visionner, je te vois en train de prélever des échantillons d'eau aux abords d'une usine de Syngenta et BASF. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, aux abords de l'usine Syngenta et BASF, on s'est intéressé aux produits qu'ils exportaient, qu'ils exportent encore pour certains, pour savoir si on trouvait une trace environnementale de cette production. Et donc, on a trouvé, dans les deux cas, des niveaux de pesticides interdits supérieurs au seuil recommandé pour la norme environnementale, à la fois sur les eaux, ce qu'on appelle les eaux de surface, donc en fait des prélèvements qu'on a fait dans les rivières, mais également des prélèvements qu'on a pu réaliser plutôt sur des nappes phréatiques ou encore sur un lac qui est à proximité, un lac de loisirs, où il y a de la pêche de loisirs, où il y a du passage de différents citoyens et habitants qui y viennent, et à chaque fois on a trouvé des niveaux de pesticides interdits qui parfois dépassent les normes recommandées et parfois juste à l'état de trace. En tout cas, il y a un marquage, il y a vraiment une trace de ces pesticides interdits aux abords de ces sites. Mmh. Alors ça, c'est l'une des études que vous avez faites. Tu l'as évoqué avant, vous avez aussi étudié les résidus de pesticides interdits dans les fruits et légumes importés en France. Donc, si je comprends bien, comme tu l'as dit avant, on interdit des substances qui sont dangereuses en France, dans les champs, mais qui finissent quand même dans les assiettes. Oui, parce qu'il y a une grande faille là-dedans. Il y a une grande faille juridique et administrative. On interdit des pesticides en France et on interdit la production de ces pesticides. On était les premiers dans le monde à faire ça. Il faut quand même reconnaître qu'on était assez précurseurs. Mais dans cette législation, de se dire, nous, on n'utilise pas, donc on ne les produit pas, ce qui est assez sain, ce qui est assez normal, il y a eu une faille. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, on avait interdit le pain ou les pâtes, mais qu'on autorisait encore le blé. En fait, dans les pesticides, vous avez ce qu'on appelle les substances actives et les produits. Par exemple, l'un des plus connus, c'est le glyphosate, et le nom du produit, ça s'appelait le Roundup. Aujourd'hui, c'est comme si le Roundup, on n'avait plus le droit de le produire, mais en revanche, le glyphosate, on a toujours le droit de le produire. C'est cette faille juridique qui existe, qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de tonnes de substances actives de pesticides interdits qui sont produits chaque année en France. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que ces entreprises-là, elles connaissent les dangers de ces pesticides, puisque
ils ont été interdits. C'est l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la loi. Donc, ils ont été interdits pas pour rien, pas parce qu'ils font mal aux yeux ou qu'ils font mal aux mains. Ils ont été interdits pour des questions de génotoxicité, donc l'ADN, de reprotoxicité, donc toute la partie de la reproduction, notamment le développement de l'embryon, leur côté neurotoxique, le développement neurologique, notamment des enfants, ou leur côté leur cancérigénéité. Et ces produits-là, on continue encore, nous, en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, on n'est pas les seuls, à les produire et à les exporter dans des pays où la législation est un peu moins stricte et on ne sait pas du tout comment ça va être utilisé, ou en tout cas, on sait très bien que ça va être utilisé dans des conditions beaucoup moins réglementées qu'en France, mais ça ne dérange pas spécialement ces multinationales. Si le podcast vous a plu jusque-là, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir le travail de Public Eye. Les études scientifiques sont un peu au cœur de votre travail aussi. Pour toi, c'est important d'avoir justement ces éléments, ces associations. D'ailleurs, il y a un docteur qui a fait la conférence de presse avec vous. Toujours. Le principe de Vert de Rage, c'est des investigations scientifiques sur des problématiques sanitaires et environnementales. Je dis souvent que 90% de notre boulot, c'est de trouver le bon scientifique. Le bon scientifique, c'est pas celui qui va être d'accord avec nous. C'est celui qui va être reconnu par la communauté scientifique comme l'un des meilleurs experts de son domaine et qui va accepter d'avoir un peu le courage de prendre la parole dans les médias. Le docteur Souleymane El-Balki, avec qui on a travaillé, c'est quelqu'un qui parle jamais dans les médias. C'est quelqu'un qui aime pas du tout les spotlights. Il cherche pas de l'intérêt médiatique. Il est pas militant, il est pas pro entreprise ou usine non plus. Il est juste scientifique et neutre. Pourquoi c'est intéressant ? Dans un des meilleurs labos d'Europe, c'est ça que t'évoquais peut-être même aussi. le meilleur en termes de recherche de traces de pesticides dans l'alimentation. Pourquoi c'est important les scientifiques ? Pourquoi la preuve scientifique elle est intéressante ? C'est que je me suis rendu compte dans une très vieille enquête que j'avais réalisée, enfin très vieille, tout est relatif, mais en 2012 et en 2013, je me suis rendu compte que quand tu parlais de l'uranium, quand j'avais enquêté sur la question de la contamination à l'uranium des anciennes mines d'uranium du Gabon par Areva, qui est devenu Orano depuis un grand groupe français d'uranium, j'avais fait des prélèvements sur place. Et ces analyses que j'avais réalisées en partenariat avec un scientifique ont eu un impact considérable sur mon investigation. La preuve scientifique, elle établit le dialogue. Vous avez parfois, sur des situations environnementales et sanitaires, des usines qui vont dire « on pollue pas du tout ». Des militants qui disent « tous les cancers sont dus à cette usine ». La preuve scientifique, elle va vous apporter une sorte de troisième voie, de chemin factuel sur lequel on peut commencer à discuter et commencer aussi à regarder. Et surtout, avec la preuve scientifique, j'en termine là, vous emmenez tout le monde. Moi, l'une de mes plus grandes fiertés dans Vert de Rage, c'est que j'ai pu rencontrer des citoyens qui n'étaient pas du tout pro-environnement, pas du tout avec une fibre écologique, mais qu'on a rencontrés au début de notre enquête. Et on leur a montré la pollution qui était liée à l'industrie qui était autour d'eux, en l'occurrence les polluants éternels à Lyon. Et c'est des gens qui votaient en gros Alain Madelin, donc libéral, de droite, français, etc. Vraiment pas du tout spécialement intéressés par l'environnement. Et qui après, face à nos résultats, sont devenus peut-être plus radicaux de n'importe quel militant Greenpeace. Et ça, c'est la preuve, l'attrait, la force de la science qui l'amène. Dans cette enquête sur les pesticides interdits, vous collaborez, une émission de télévision collabore avec une ONG, Public Eye et Unearth, 2 ONG. C'est quoi la frontière entre le journalisme et l'activisme ? D'abord, on collabore très peu souvent avec des ONG. On les choisit vraiment sur le volet. Donc, Public Eye fait partie de ces associations parce que vous faites un vrai travail d'enquête qui n'est pas critiquable. C'est-à-dire que les données que vous allez trouver, elles sont réelles, elles sont factuelles. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est vous qui faites ce travail-là. La différence, pour moi, elle est très simple. Je suis pas militant, je suis journaliste, éventuellement journaliste engagé, parce que on met à disposition avec Vert de Rage les résultats de notre enquête. Nous, on considère les associations et les militants, ne le prenez pas mal, mais de la même manière que les industriels. Vous êtes des sources. Vous avez un point de vue, vous dites des choses, à nous de vérifier. On est dans le souci du contradictoire. Et donc, en réalité, moi, j'essaye par exemple, de ne pas venir à des événements où on m'invite, où des ONG m'invitent, etc., ou à donner mon point de vue, ou à soutenir des ONG publiquement, etc. C'est pas que je ne les apprécie pas, mais c'est juste que c'est pas mon rôle. Moi, je suis journaliste, mon travail, c'est d'aller voir les uns et les autres. Vous faites partie des uns, et je vais faire pareil avec les autres. Le journalisme engagé, c'est de mettre à disposition des données. Le journalisme militant, c'est de partir d'un postulat.
encore une fois, c'est pas la même. Je veux dire, faut pas prendre ça comme une critique. C'est pas juste ce que j'ai envie de faire, c'est d'autres choses. Le journalisme militant, c'est par exemple être plus proche de ses sources, raconter le point de vue des militants aussi à travers ce journalisme-là, et pas forcément penser au contradictoire, donner autant de temps au contradictoire. Nous, dans le documentaire qu'on va réaliser et qu'on a fait en collaboration avec vous, vous verrez que Public Eye a autant de temps que BASF et Syngenta. C'est ça qui est important. Avoir et ça un te débat permet équilibré. d'aller vers cette troisième voie que tu évoquais en début d'entretien. Qui me paraît être celle à suivre pour notre journalisme scientifique sur des investigations environnementales et sanitaires, mais je veux pas imposer ce modèle à tout le monde. Chacun fait comme il veut. Là, on est dans un endroit assez particulier. Je l'ai dit, on est à l'Académie du climat à Paris, dans lequel vous avez fait votre conférence de presse face à un parterre de journalistes, mais aussi d'élus. C'est une manière assez particulière de faire parce qu'en fait, le reportage, il n'est pas encore sorti. Il sortira prochainement. C'est quoi le but? C'est un principe qu'on a mis en place avec Vert de Rage qui est un peu particulier. Tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Nous, en fait, on estime qu'on travaille pour le service public, puisqu'on est diffusé par France Télévisions, que France Télévisions est notre primo-diffuseur. Donc, c'est vraiment eux qui nous donnent le budget pour arriver à faire ce genre de documentaire. Et l'étude scientifique à laquelle on va arriver, les résultats des prélèvements qu'on va arriver, échantillons d'eau, échantillons de sol, de cheveux, etc., de sang, d'urine, tout ça, on estime que, étant donné qu'on travaille pour le service public, tout le monde doit pouvoir s'en emparer. Et donc on invite tout le monde. Il y avait des gens de l'AFP aujourd'hui, il y a des gens parfois de TF1, d'M6, des élus RMC, locaux, de RTL, et des élus locaux, etc. Touchés par ces pollutions. Absolument. Et on organise cette conférence que tu as vue aujourd'hui, on donne tous nos résultats, on cache rien du tout, on donne la réponse des industriels, on donne tout. Et après, libre à chacun de s'en emparer. Et nous, pendant 2-3 mois, on va rester un peu en recul et on va voir ce qui se passe. On va voir quel est l'impact de nos révélations. Et on va inclure l'impact de nos révélations dans le documentaire qu'on diffuse 2-3 mois après. Et c'est pas grave, au final, si vous avez déjà entendu parler de ça il y a 2-3 mois, nous, on va vous raconter le début de l'enquête, la moitié de l'enquête, la fin de l'enquête et l'impact que ça a eu. Souvent, quand je travaillais pour Cache Investigation, j'ai travaillé pendant 5 ans, on m'envoyait des messages de gens qui disaient « c'est super votre truc, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Pour nous, inclure l'impact, c'est une sorte de solution. C'est montrer que quand des choses sortent, et d'ailleurs aussi c'est lutter contre le tous pourri en politique, il y a des politiciens qui s'en emparent au niveau local, régional, national, européen. Il y a des citoyens qui s'en emparent, qui font bouger les choses. Il faut savoir que par exemple, les études qu'on a menées avec Vert de Rage, elles ont, aujourd'hui, elles nourrissent 6 procédures juridiques différentes. J'ai envie qu'on en parle justement, parce que tu parles de journalisme engagé, à impact. C'est quoi les évolutions les plus marquantes que tu as pu observer avec justement la sortie d'un documentaire Vert de Rage? La plus évidente, c'est l'une des plus récentes, c'est une grosse enquête qu'on a réalisée sur la pollution des polluants éternels autour de l'usine de Pierre Bénite dans la banlieue populaire de Lyon. Le soir même de la diffusion, la ministre de l'Environnement, qui s'appelait Barbara Pompili, a publié un arrêté obligeant dorénavant toutes les communautés et tous les échelons administratifs de France à réaliser des analyses de polluants éternels. Donc on est passé à peu de choses près de quelques dizaines à peine d'analyses dans l'eau de polluants éternels haute surface, aux nappes phréatiques, en un an à 40 000. Ça, c'est l'impact direct qu'on a eu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a su l'étendue de la contamination des polluants éternels dans la France entière, grâce au travail qu'on a réalisé. Par ailleurs, les polluants éternels dans la région de Lyon, le travail qu'on a réalisé est à l'origine d'une enquête de la gendarmerie en ce moment, qui est en train d'être menée, pour laquelle notre reportage a été saisi au sens positif de la chose, saisi pour qu'il serve de preuve. Plusieurs procédures juridiques intentées à la fois par les citoyens mais aussi par les communautés locales. Ça, c'est un impact très important qui a permis que même Vert de Rage soit cité quand une loi est passée pour restreindre l'usage des polluants éternels en France à l'Assemblée nationale. Vert de Rage a été cité. Et ça, c'est très très fort pour nous de se dire qu'on a pu participer à un changement de la réglementation. Autre exemple, dans le nord de la France, on a fait une grosse enquête sur la pollution du plomb autour d'une ancienne zone, une ancienne sidérurgie, une ancienne métallurgie qui s'appelait Métal Europe, qui était la plus grande fonderie de plomb d'Europe. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de plomb encore dans les sols et dans les végétaux, et également beaucoup de cas de saturnisme. C'est la maladie du plomb, ça va impacter votre développement
neurologiques et en gros vous faire diminuer votre QI, notamment des enfants. Et à la suite de notre enquête, il y a eu un travail épidémiologique lancé par l'Agence régionale de santé qui a voulu passer plus de 7000 enfants de la zone à faire des tests sanguins pour savoir quel était exactement les niveaux de saturnisme. Ça, c'est 2 exemples parmi d'autres. On a vraiment de la chance d'avoir eu. Et en France, mais vous êtes aussi très connu à l'international avec Green Warriors, qui est la traduction. Oui. Et il y a Guerreros aussi des Verdes en espagnol aussi. Comment? Guerreros Verdes au Mexique, on cartonne. Verdes, Je sais pas meilleur pourquoi. espagnol. Et il y a eu aussi des impacts internationaux, du coup. Absolument. On a travaillé sur la question de la pollution du soja et des pesticides au Paraguay. Notre étude scientifique, en collaboration avec des scientifiques locaux, a servi dans le corpus de réhomologation des pesticides. On a travaillé au Niger aussi sur la question de la pollution à l'uranium. En Pologne, on a fait une enquête qui a eu beaucoup d'impact sur l'impact des usines à charbon sur les enfants polonais. On a fait un comparatif entre des analyses de HAP dans les urines des enfants français et des enfants polonais. Et en Pologne, ça a eu un impact considérable, notamment parce que le scientifique avec lequel on a travaillé est une sommité européenne. Il est belge, mais d'origine polonaise. Et c'est comme ça que la Pologne, notamment le ministre de l'Environnement, nous avait annoncé lors d'une interview un peu mémorable qu'il souhaitait sortir du charbon d'ici 2035. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine, parce que depuis, la question énergétique se pose et la Pologne, pour l'instant... Ça rétropédale un petit peu quand même. Rétropédalé, oui. Oui, c'est impressionnant. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues? Ça a l'air assez dangereux ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des industriels, des politiques, ou même la police des fois? On parlait juste avant de la Pologne. On a été arrêté par la police polonaise à proximité de la plus grande usine à charbon, la plus grande centrale à charbon d'Europe qui s'appelle Belchatov. Et on a passé, j'ai passé quelques heures, plus que quelques heures en prison en Pologne. On s'est fait arrêter par la gendarmerie à côté de Gonfreville-Lorcher, du côté du Havre, sur une enquête qu'on faisait sur la pollution de Total, la pollution présumée de Total. Oui, les industriels ne nous aident pas beaucoup. Quand on travaille sur les polluants internels, l'industriel refuse de nous recevoir, de nous montrer quoi que ce soit et fait tout pour que notre présentation que tu as vue aujourd'hui, qui devait être organisée dans la ville, soit annulée. On a aussi des agences parfois régionales de santé qui ne souhaitent pas nous répondre. Et par exemple, sur la pollution au plomb, on voulait faire juste des petits prélèvements de terre de littéralement 100 grammes de terre dans une cour d'école. L'éducation nationale s'y est opposée parce que la préfecture leur a demandé de ne pas nous y accepter. Donc voilà, c'est pas évident. C'est effectivement des pressions qu'on peut recevoir au Maroc quand on a travaillé sur la pollution des engrais phosphatés. On a été pris en filature et éjecté par les services de renseignement marocains. Donc c'est pas un métier de tout repos. C'est pas un métier de tout repos et c'est intéressant parce que ça fait quasiment 10 ans, même plus que 10 ans maintenant que je travaille sur des questions environnementales et sanitaires d'un point de vue d'investigation, depuis 2012. Et vraiment, j'ai vu à quel point la question environnementale est devenue une question bien plus sensible dans n'importe quel pays au monde. Avant, tu étais journaliste environnemental, t'arrivais, on te regardait un peu de haut. Bon, écoute, il va manger son soja et puis voilà. Là, aujourd'hui, la question environnementale est devenue tellement géopolitique, tellement sensible, qu'on ne te laisse plus du tout entrer et enquêter de la même manière qu'avant. Vert de rage va s'arrêter après 4 saisons, sauf erreur. Alors ça y est, t'as pu faire le tour... il y en a 4, non ? 4 saisons, oui. Alors ça y est, t'as pu faire le tour de tous les scandales environnementaux Non. Tout est résolu. Non, mais effectivement, c'est une décision de France Télévisions d'arrêter Vert de rage, qu'il y a plusieurs facteurs. C'est une décision qui ne m'appartient pas. Mais j'estime qu'on a réussi à lancer aussi un certain style de journalisme scientifique appliqué à l'environnement qui va peut-être faire des petits, et tant mieux, quoi, si on arrive à faire perdurer cette méthode-là, qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est simplement une méthode d'investigation scientifique sur du sanitaire et de l'environnemental, tant mieux. Moi, de mon côté, j'essaie de proposer autre chose à France Télévisions pour perdurer l'investigation environnementale à la télévision. C'est pas à gagner. Je sens qu'il y a une certaine fatigue environnementale. C'est trop anxiogène, on est déjà dans une époque trop anxiogène. Ouais. Après le post-Covid,
post-Covid, je vois bien une différence, un marqueur sur la question tu te rappelles des manifestations pour le climat 2018, 2019, 2020. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, c'est plus compliqué d'arriver à... Il y a une multitude de scandales environnementaux, sanitaires. On ne sait plus vraiment vers lequel se tourner en particulier. Mais non, c'est loin d'être terminé. Non, c'est loin d'être terminé. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à moi ou d'autres, à enquêter de cette manière-là sur des problématiques environnementales et sanitaires. Et toi, Vert de Rage, c'est pas ton seul projet. Ça fait des années que tu sillonnes la planète pour lutter contre ces scandales environnementaux. Ça t'est venu comment, cette envie de faire ce métier ? En fait, moi, j'ai voulu faire journaliste parce que j'ai passé une partie de ma vie dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et j'ai observé, j'ai été témoin, même petit, d'injustices à la fois sociales et environnementales. Et je voulus devenir journaliste pour être journaliste correspondant en Afrique subsaharienne. Et puis, en fait, très vite, j'ai eu une vraie fibre environnementale. Mais alors, c'est nul ce que je vais te raconter, mais elle est aussi loin que je m'en souviens. Elle est née grâce à un dessin animé qui s'appelle Captain Planet. Ok, alors je connais pas. Captain Planet, et qui a raconté des pollutions environnementales, etc. Et je sais pas pourquoi ce dessin animé m'a marqué. D'accord. À un point extraordinaire qu'on a retrouvé récemment chez moi un vœu que j'avais écrit quand j'avais 6 ans pour mon anniversaire, et je voulais qu'on arrête une fois par an d'utiliser nos voitures dans le monde entier, et surtout c'était important là-dessus, j'étais assez précis, je voulais qu'on fasse plus de Paris-Dakar. C'était mon combat quand j'avais 6 ans. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué, et quand je suis devenu journaliste d'investigation, j'ai voulu appliquer les méthodes d'investigation à l'environnement, qui était souvent couvert par un certain journalisme militant. C'est pas une insulte, mais c'est une autre façon de faire. Et là, j'ai voulu ramener tout ce que je savais faire et tout ce qu'on m'avait appris, surtout, parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être au contact de très bons journalistes, cette méthode-là sur l'environnement et le sanitaire. Bon, en tout cas, on salue les réalisateurs de Captain Planet, réalisateurs, réalisatrices qui ont peut-être fait d'autres vocations. Je sais que c'est pas très... J'aimerais dire que j'ai eu ça à 15 ans, etc. Non, c'est un dessin animé. C'est très bien aussi. Dans ton long CV, j'ai vu que tu as écrit un livre qui s'appelle Toxic Bayer en 2020, qui fait, je te cite, le portrait terrifiant du laboratoire le plus puissant du monde. Qu'est-ce qui est si terrifiant dans l'industrie agrochimique ? C'est pas l'industrie agrochimique, parce que j'ai vraiment travaillé sur Bayer en particulier. Bayer, c'est un modèle, je sais pas si c'est le mot terrifiant est plus approprié que le mot cynique. Bayer est la seule multinationale au monde à produire des produits qui donnent le cancer et des médicaments qui soignent le cancer. Bayer est la seule multinationale au monde à produire des produits qui donnent le cancer du foie et des médicaments qui soignent le cancer du foie. C'est même aussi précis que ça. Je ne pense pas que ce soit volontaire, mais d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, ça interroge. Je me suis toujours posé la question de savoir ce que les types qui font des pesticides cancérigènes de Bayer et les chercheurs qui cherchent des médicaments contre le cancer se disent à la cantine de Bayer. Je me suis toujours posé la question de la teneur de la discussion. De l'économie circulaire cynique. Un petit peu. Et je trouve que ça raconte beaucoup sur le fonctionnement de notre monde, et notamment le cynisme d'un certain capitalisme. Et c'est pour ça que Bayer, je les ai vus revenir sur beaucoup de mes enquêtes. Et dans l'idée, le collectif, l'imaginaire collectif, pardon, Bayer, c'est l'aspirine, surtout, c'est le médicament, c'est plutôt une boîte qui fait des choses bien, ce qui est vrai. Ils font des produits qui sont très chouettes. C'est aussi une boîte qui a racheté Monsanto. Et c'est aussi le plus gros producteur, peut-être le deuxième aujourd'hui, je sais plus, de pesticides ou de semences enrobées de pesticides au monde. Et j'ai voulu m'intéresser à ce modèle-là qui raconte quand même beaucoup de choses de l'agrochimie aujourd'hui. Et c'est pour ça que je leur ai consacré un livre, parce que ça faisait plusieurs années que je les voyais passer dans pas mal de mes dossiers. Ça, c'était pour le livre qu'on mettra évidemment en description d'épisode. Tu as aussi sorti récemment, en 2023, une série qui s'appelle Planet Killers, une série documentaire qui nous plonge dans l'unité des crimes environnementaux d'Interpol. Interpol, quand même, comment tu as réussi à convaincre l'Organisation internationale de police criminelle de t'ouvrir ses portes ? C'est 2 ans de discussion. 2 ans de discussion avec Interpol, qui aimait bien mon travail à la fois dans Vert de Rage, mais qui aimait bien aussi un documentaire que j'avais pu faire pour une série produite par Nova et Première Ligne sur Netflix,
qui s'appelait World's Most Wanted, et qui était une série sur les criminels tout court, les plus recherchés au monde, pas Interpol, tout court. Et en fait, ce qui, moi, m'a intéressé, c'était déjà faire découvrir qu'il existe une unité de lutte contre la criminalité environnementale à Interpol, raconter qu'il y a effectivement des criminels environnementaux qui peuvent être des entreprises, des organisations, des gouvernements, mais il y a également des individus. Parce qu'aujourd'hui, le crime environnemental est un crime qu'on appelle dans le milieu policier le crime quasi parfait. C'est celui qui rapporte le plus et qui vous condamne le moins. Parce qu'il y a moins de témoins. Parce qu'il y a moins de témoins. Et parce que les lois sont ainsi faites que de polluer un fleuve dans son entièreté vous conduira à bien moins d'années de prison, ou même polluer toute une zone avec des enfants, à bien moins d'années de prison qu'un trafic de drogue, qu'un trafic d'armes ou qu'un trafic d'êtres humains. On peut dire que c'est normal, moi ça me va, c'est vrai que le cadre réglementaire est ainsi fait, mais clairement l'environnement et le crime environnemental est sous-évalué et sous-condamné, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui 300 milliards de dollars par an le crime environnemental. Tous les criminels classiques de bandes organisées, mafias, etc., se sont engouffrés dans ce crime environnemental. Pollution industrielle, trafic d'espèces, déforestation, etc., etc. Et donc, vous avez aujourd'hui des gens qui sont recherchés pour ça. Et je trouvais ça intéressant que notamment le jeune public sache que ça existe. Les portraits, en tout cas, sont assez impressionnants. Toi, tu rêverais idéalement d'un monde où ton métier n'est plus nécessaire ? C'est une bonne question. Oui, je pense que oui, je rêverais je rêverais d'un monde où l'environnement n'est pas qu'un discours, la protection environnementale et sanitaire n'est pas qu'un discours pour faire beau sur une plaquette d'entreprise ou sur un fascicule de politique, mais vraiment pris avec la même rigueur, constance, sérieux que la question du chômage, la question de l'éducation, que ce soit un pilier tout aussi important dans notre démocratie que n'importe quel droit, que le droit environnemental, le droit à un environnement sain puisse être quelque chose qui soit vraiment prioritaire. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai vu, c'est un tout petit pas de côté, tu m'excuseras, mais qui me tient vraiment à cœur. 14 numéros de Vert d'Orage, plusieurs numéros de Cache Investigation. Moi, j'ai un bilan de tout ça. C'est que les pollutions que j'ai pu observer, elles se déroulent toujours chez les plus pauvres. Dans le monde, évidemment, dans les pays, certains pays du tiers-monde, mais également à l'intérieur de nos propres pays en France. Quand j'enquête sur les polluants Internet avec toute l'équipe de Vert d'Orage, c'est dans la banlieue pauvre de Lyon. Quand on enquête sur la pollution de Total sur le pétrole, c'est dans la banlieue pauvre du Havre. Quand on enquête sur la pollution au plomb, c'est dans la banlieue, la périphérie plutôt pauvre de Douai et de Lille qui est déjà pas très riche. Tout ça me fait penser qu'en réalité, on ajoute toujours de la pollution à de la précarité. Il y a une forme aujourd'hui de ségrégation environnementale où on estime que finalement, les pauvres, ils savent pas très bien se défendre. Et souvent, moi j'ai eu cette phrase, mais qui me hante, notamment sur la question du plomb, les écoles qui étaient contaminées au plomb dans le nord de la France. Si mon école se situe à Neuilly-sur-Seine, ça ferait longtemps que ce serait réglé. D'où l'intérêt de combiner justice sociale et environnementale bien souvent. Absolument. On te voit où pour la suite ? Eh bien, j'aimerais pouvoir continuer à porter l'investigation environnementale, notamment avec le service public, parce que ça me paraît très important que le service public puisse encore soutenir ce genre de programme. C'est pas fait, mais je l'espère. Et on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de boulot. Merci beaucoup Martin Boudot d'être venu. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. L'enquête dont on a parlé sur les pesticides interdits avec Unearth et Public Eye se trouve en description d'épisode avec toutes les références qu'on a citées. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.